Bonjour, alors dans ces quelques vidéos, nous allons analyser un petit peu plus en détail la propagation des ondes électromagnétiques dans les métaux, et puis aussi nous allons nous intéresser aux aspects énergétiques qui sont extrêmement importants. Alors commençons par rappeler ce que nous avons déjà vu ensemble en cours. Donc on a vu que un métal pouvait se modéliser avec un modèle simple en physique classique qui s'appelle le modèle de de Rhode, donc dans lequel les électrons, qui sont les seuls porteurs libres de charge, donc qui vont pouvoir être mis en mouvement par l'onde électromagnétique, et bien donc ces électrons ne sont soumis qu'à deux interactions. Donc l'interaction avec le champ lui-même, le champ donc extérieur entre guillemets de l'onde, mais également une interaction avec le reste du milieu, donc notamment le réseau cristallin qui compose le métal. Et du coup, cette interaction se modélise par une force résultante qui est une force type de frottement linéaire, donc F égale moins K, enfin moins quelque chose fois la vitesse moyenne de l'électron. Donc en appliquant ce modèle, on a vu que lorsque une onde monochromatique, c'est-à-dire sinusoïdale, existait potentiellement dans le métal, et bien alors la conductivité était complexe et pouvait s'écrire sous la forme, donc rappelez ici, gamma bar est égal à la conductivité statique, ici gamma 0, divisé par donc un terme complexe qui est 1 plus I fois la fréquence du champ électrique divisé par une fréquence caractéristique du métal, qu'on a noté Fl. Donc connaissant la conductivité du métal, on peut réécrire les équations de Maxwell avec cette conductivité, et puis on peut donc résoudre l'équation de propagation issue des équations de Maxwell. Et donc lorsqu'on cherche si une onde plane monochromatique peut se propager dans le métal, eh bien on arrive à la relation de dispersion suivante. Donc K carré égale oméga carré sur C carré moins mu 0 gamma bar fois I oméga. Donc on l'a déjà remarqué, ici K est forcément complexe, puisque à droite on a un nombre complexe en général. Du coup, K peut s'écrire comme étant la somme entre une partie réelle et une partie imaginaire, et on a vu que eh bien, la partie réelle, on peut la noter K0 ou juste K, c'est en fait ce qui va caractériser la propagation de l'onde d'un point de vue spatial. Donc ça va être, comme on a déjà vu pour les ondes planes monochromatiques, la pulsation spatiale de pi sur lambda. Mais il existe également donc cette partie imaginaire qui, elle, du coup, caractérise le fait que l'onde n'est pas purement monochromatique puisqu'elle a son amplitude qui va varier au cours de la propagation. Et donc dans le cas le plus général, dans un métal, eh bien, l'amplitude va diminuer au cours de la propagation. Donc on pourrait appeler ça en fait un peu une onde plane pseudo-monochromatique, comme on avait vu en première année, les oscillations pseudo-sinusoïdales, lorsque en fait, on avait un mouvement sinusoïdal mais d'amplitude décroissante. Voilà donc pour ce résumé. Donc ça c'est très général. Maintenant nous allons voir un petit peu plus précisément, selon la fréquence, comment l'onde se propage dans le métal. Est-ce qu'elle se propage sur de nombreuses longueurs d'onde, donc on pourrait dire beaucoup, ou est-ce qu'au contraire elle se propage peu? Donc on rappelle qu'on peut écrire à ce moment-là le champ électrique sous cette forme-là. Donc ici on voit bien qu'on a l'amplitude qui diminue au fur et à mesure de la propagation. Donc ici E0 ça va être l'amplitude en un point qui va être le point de référence. Alors attention, ce n'est pas forcément, et même ce n'est pas, l'entrée du métal lorsqu'on considère une interface air-métal. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne suis pas encore en train d'étudier la réflexion-transmission d'une onde qui arrive du vide vers le métal. Là, je dis, j'ai une onde qui se propage dans le métal a priori, elle a une certaine amplitude E0 à une abscisse z égale à 0 que je prends comme référence, et je regarde du coup comment va se développer le champ plus loin que ce point z égale à 0. Donc on a ici l'amplitude qui diminue exponentiellement avec z,
Et donc ici, on a le terme de propagation habituelle. Donc s'il n'y avait pas cette exponentielle moins z sur delta, ça serait bien une onde plane monochromatique pure. Ici, donc, c'est pseudo-monochromatique à cause de cette décroissance de l'amplitude. Voilà, donc la décroissance de l'amplitude elle est caractérisée par delta, donc qui est une distance, et donc cette distance, on va l'appeler profondeur de pénétration de l'onde, parce que, comme on a déjà vu et comme on l'a déjà dit, eh bien, au bout de quelques delta, lorsque z est égal à quelques delta, eh bien, l'amplitude est tellement faible qu'on peut considérer qu'elle est nulle par rapport à l'amplitude en z égale à 0. Donc en fait, on peut considérer qu'au bout de quelques delta, eh bien, l'onde n'existe plus. Elle est totalement négligeable, elle a été totalement soit absorbée, soit réfléchie, soit un peu des deux, comme on verra un peu plus loin. Voilà, pour ce résumé. Alors maintenant, donc, regardons un petit peu ce qui se passe pour les différentes fréquences. Donc pour ça, on a utilisé l'outil numérique. Donc en fait, on a pris des différentes fréquences et pour ces différentes fréquences, on a calculé, donc ici pour le cuivre, on pourrait le faire pour d'autres métaux. Donc pour le cuivre, on connaît le gamma 0, on connaît le FL. Et donc du coup, on a calculé pour le cuivre, pour différentes fréquences, ce que valait gamma bar, et puis ensuite, ce que valait K et delta en faisant la racine carrée de K bar carré. Donc l'ordinateur a trouvé K et delta, et puis ensuite donc on a rentré cette expression du champ électrique pour tracer du coup, le graphe de E en fonction de Z, donc à un instant quelconque, par exemple t égale à 0. On fait l'observation spatiale de l'onde. Donc voilà ce qu'on a obtenu lorsque on se place dans des fréquences très faibles, alors pas dans l'absolu, parce qu'on est quand même à 10 puissance 8, donc de l'ordre de 100 MHz, mais très petite par rapport à la fréquence caractéristique FL du métal. Et donc, on voit ici que, eh bien, on a le champ électrique qui diminue très rapidement, mais malgré tout, il diminue en ayant le temps, entre guillemets, de faire une oscillation. Donc on a bien quelque chose de pseudo-oscillatoire, pseudo-périodique, mais quand même qui diminue très très rapidement. On voit ici l'enveloppe, donc là j'ai tracé en vert les deux enveloppes avec l'exponentielle moins z sur delta et moins exponentielle moins z sur delta, et donc on voit que ça va très très vite, il y a très peu d'oscillations avant que le champ électrique devienne négligeable. Donc ça c'est pour une fréquence radio très faible devant FL, puisque ici on a calculé FL, c'est 6,5 10 puissance 12, donc ça c'est dans les infrarouges. Alors du coup après, on a pris une autre fréquence qui était justement FL. Et là, du coup, on a l'impression d'être, pour continuer l'analogie avec ce qu'on a vu en première année, dans un régime apériodique, c'est-à-dire que le champ électrique, il n'a même plus le temps de faire une oscillation, il a son amplitude qui diminue directement vers 0. Voilà. Alors maintenant, si on prend une fréquence qui est plus grande que FL, et bien voilà ce qu'on obtient. Donc par exemple, ici on a pris dans le visible, et là vraiment carrément vous avez le champ électrique qui suit parfaitement l'enveloppe exponentielle moins z sur delta. Donc là c'est clairement un régime apériodique. Le champ électrique il a vraiment le temps de rien faire, pas d'oscillation, rien du tout. Le champ électrique diminue exponentiellement. Donc là on est à 5,5 10 puissance 14 Hz dans le visible, ce qui correspond au jaune. Et du coup, avec le cuivre, ça correspond à 100 fois la fréquence caractéristique du cuivre. Bon, donc quand on regarde FL, sans FL, donc en fait on a l'impression que c'est de pire en pire. On a l'impression que plus la fréquence augmente, moins le champ électrique va avoir le temps de pénétrer dans le métal. Eh bien non, parce que si on augmente encore la fréquence, là j'arrive à 1000 fois la fréquence caractéristique du métal, et bien là, au contraire, c'est assez incroyable, on a un champ électrique dont l'amplitude ne diminue plus. On a vraiment une onde plane, monochromatique purement. Alors c'est assez incroyable parce que du coup, c'était pas du tout la tendance précédente quand on augmentait la fréquence, mais ici, voilà, il y a eu un truc, il y a une vraie cassure qui fait que
à ces fréquences très élevées, eh bien, l'onde se propage sans aucune atténuation. Waouh! Alors on va essayer de comprendre ça. Alors évidemment, tout ça, ça doit être compris dans les équations, dans la relation de dispersion. Donc essayons d'analyser un petit peu cette relation de dispersion. Donc commençons par les ondes radio. Donc on remontre ça. Donc ondes radio, ça rentre sur quelques microns en ayant à peine le temps de faire, on va dire, une oscillation. Alors, montrons ça. Donc on a réécrit ici la relation de dispersion la plus générale. Ah non, pas la plus générale, pardon. Donc lorsque F est très très inférieur à FL, en fait quand on reprend la conductivité complexe, eh bien si F est très petit devant FL, F sur FL c'est très petit devant 1, donc on va pouvoir négliger le terme imaginaire devant 1. Et donc il va rester gamma bar égale gamma 0. On peut remplacer la conductivité complexe par la conductivité statique. Du coup, dans la relation de dispersion, j'ai remplacé gamma bar par gamma 0. On a ceci. Donc on a toujours clairement K bar, enfin K qui est complexe, vu que à droite j'ai un terme complexe. Donc on pourrait se dire ouais super, la simplification c'est vraiment pourri, quoi. Mais en fait on peut aller un petit peu plus loin parce que du coup quand on prend par exemple la valeur de l'expérience qui était de 100 MHz et qu'on calcule oméga carré sur c carré et puis le second terme. Et en fait, on remarque que le premier terme, il est ridicule, mais vraiment ridicule, devant le second terme. Là, on a de l'ordre de 1, et là, on a de l'ordre de 10 puissance 10. Donc, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir négliger le premier terme devant le deuxième. Alors, pour ceux qui aiment les maths, c'est parce que ici, vous avez un oméga au carré. Du coup, quand oméga est petit, eh bien, la plus grande puissance devient négligeable devant la plus petite puissance. Bon, bref. En tout cas, avec les chiffres, c'est vraiment évident. Du coup, on obtient k carré égale moins i mu 0 gamma 0 oméga. Donc c'est toujours complexe, malheureusement. Enfin malheureusement, non, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup plus simple puisque j'ai un seul terme. Et ce terme est imaginaire pur. Donc maintenant, cherchons k. Donc ça ressemble à un exercice type que vous avez dû faire en première année en maths. Donc pour chercher k bar, bien, par exemple, je vais écrire que k bar, ça va être k moins i sur delta. Du coup, je vais écrire k carré. Donc k bar au carré, ça va être égal à k carré moins 1 sur delta carré moins 2i k sur delta. Et puis donc maintenant, je vais identifier. Je vais identifier k bar carré théorique à la relation de dispersion. Et du coup, j'arrive à k carré moins 1 sur delta carré doit être égal à 0, puisqu'on voit que dans la relation de dispersion, k carré est purement imaginaire, donc il n'y a pas de partie réelle. Donc là, ici, la partie réelle de k bar carré doit être nulle. Et ensuite, la partie imaginaire doit être égale à ça. Donc les moins, c'est bon. Et donc on va avoir mu 0 gamma 0 oméga qui est égal à 2k sur delta. Voilà le système. Donc ensuite, par exemple, je peux déduire de la première ligne. Donc on rappelle que k et delta sont par hypothèse positifs, puisqu'on a fait l'hypothèse que ça se déplaçait bien selon les z positifs, et donc il fallait absolument que k et delta soient positifs. Donc on en déduit que k c'est égal à 1 sur delta. Du coup, quand je remplace dans la seconde équation, eh bien j'en déduis que k carré, donc qui lui doit être réel, réel positif, eh bien est égal à, donc pourquoi k carré? Parce que j'ai remplacé 1 sur delta par k. Donc k carré doit être égal à mu 0 gamma 0 fois oméga sur 2. Et donc on en déduit que k, qui est égal à 1 sur delta, est égal à racine de mu 0 gamma 0 oméga sur 2. Et voilà. Or, on rappelle que k c'est égal à 2pi sur lambda, donc on en déduit que delta est égal à racine de 2 sur mu 0 gamma 0 oméga, et du coup lambda est égal à la même chose, mais
fois 2pi. Et donc, on voit bien que, mis à part ce 2pi, eh bien, delta et lambda ont le même ordre de grandeur. Or, lambda, c'est donc la longueur d'onde, c'est-à-dire c'est la distance nécessaire pour que l'onde, pour que le champ électrique retrouve sa même valeur. Et delta, c'est la profondeur de pénétration. Donc c'est en gros la distance sur laquelle le champ électrique va avoir une valeur non négligeable. Du coup, le fait que ça ait le même ordre de grandeur, eh bien, ça nous permet de comprendre pourquoi, eh bien, sur le graphe, eh bien, finalement, on ne voit qu'une seule oscillation. Puisque la pénétration est du même ordre de grandeur que la répétition, eh bien, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir qu'une seule répétition pour une distance de pénétration. Voilà, tout s'explique. Alors ensuite, pour la fréquence limite, f égale à fl. Alors là, malheureusement, c'est beaucoup moins rigolo. Parce que du coup, lorsque f est égal à fl, si on remonte, alors oui, j'ai choisi fl, mais c'est pas parce que je suis parisien, hein, c'est comme ça. Bref. Donc lorsque f est égal à fl, donc ici on a gamma 0 sur 1 plus i, donc gamma bar reste complexe. Donc ici vous avez un complexe fois i oméga, donc ça reste complexe, donc finalement vous avez un k carré qui est complexe. Donc il n'y a rien qui se simplifie. Bon, donc ici, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, il faudrait faire des calculs assez embêtants. Donc on fait confiance au calcul numérique et du coup, on voit que vraiment l'onde n'a pas le temps d'osciller avant d'être absorbée et ou réfléchie. Maintenant, intéressons-nous du coup à ce qui se passe lorsque f est très grand devant fl. Alors ce qui est bizarre, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est que ici f est égal à 100 fois fl, donc en physique en général on peut dire qu'à ce moment-là f est très grand devant fl, et là c'est 1000 fois, donc c'est encore plus grand devant fl, et on voit que du coup, eh bien, on n'a pas du tout la même chose. Alors essayons de comprendre ça. Donc faisons l'hypothèse que la fréquence de l'onde est très grande devant fl. À ce moment-là, ça permet de dire que la conductivité complexe, qui est égale à gamma 0 sur 1 plus if sur fl, eh bien, si f sur fl est très grand devant 1, du coup ça va être à peu près égal à gamma 0 sur i f sur fl, donc ce qui est la même chose que oméga sur oméga l. Hein. Je multiplie par 2pi en haut et en bas. C'est la même chose. Du coup, ça c'est égal à... Je vais réutiliser les oméga parce que j'ai des oméga dans la relation de dispersion. Donc ça c'est égal à eh bien, gamma 0 sur i oméga fois oméga l. Donc dans la relation de dispersion, lorsque je remplace gamma bar par ceci, eh bien on va avoir k carré est égal à oméga carré sur c carré moins donc mu 0 fois gamma bar, c'est-à-dire gamma 0 oméga L sur i oméga fois i oméga. Et donc les i oméga se simplifient, et on arrive à une expression qui est plutôt sympathique, puisqu'elle est réelle. Donc lorsque la fréquence est suffisamment grande devant FL, eh bien, k carré est réel. Alors est-ce que du coup je peux enlever le signe complexe en dessous de k? Eh bien non, que nenni. En fait, on a exactement retrouvé la situation du plasma. On a k carré qui est égal à un nombre réel, mais attention, ce n'est pas forcément un nombre réel positif. Du coup, si k carré est un nombre réel négatif, eh bien ça veut dire que k est imaginaire pur. Et du coup, si k est imaginaire pur, eh bien il n'y a pas de propagation, il n'y a pas de longueur d'onde, il n'y a rien. Il n'y a pas de propagation, il n'y a pas d'oscillation, ce n'est pas une onde plane pseudo-monochromatique. Donc du coup, il y a deux possibilités. Si oméga carré sur c carré moins
enfin on va dire directement, est plus petit que gamma 0, oméga 0, non, oméga L, mu 0, eh bien, k carré est négatif, et donc il n'y a pas de propagation. Vous avez l'onde qui n'oscille pas, elle a son amplitude qui diminue de manière apériodique. Et ça, c'est ce qu'on appelle une onde évanescente. Et du coup, c'est ce qu'on a lorsque eh bien, F est égal à 100 fois FL. En effet, j'ai fait le calcul, on a F, alors attendez, oui, pardon, j'avance un tout petit peu. Du coup, le contraire, si oméga carré sur C carré est plus grand que gamma 0 oméga L sur mu 0, eh bien on a K carré qui est positif, et donc à ce moment-là, K qui est réel. Et donc à ce moment-là, on a une propagation sans atténuation, comme dans le plasma. Et du coup, à partir de ces deux inégalités, on peut définir une fréquence de coupure. Parce que là, on voit bien qu'il y a vraiment une fréquence pour laquelle eh bien, on a deux choses très très différentes. En dessous, ça passe pas. Au-dessus, ça passe sans aucune atténuation. Et donc, comme pour le plasma, on peut définir une fréquence de coupure ou une pulsation de coupure. Donc, oméga C. Et du coup, oméga C, donc c'est la pulsation limite. Et on voit clairement que c'est racine de C carré gamma 0 oméga L mu 0. Voilà, du coup, si oméga est inférieur à oméga C, ça passe pas. Vous avez une onde évanescente. Et si oméga est plus grand que oméga C, ça passe. Et du coup, comme le plasma, eh bien, ça se comporte comme un passe-haut. Et dans notre cas, on avait FC. Alors, il faut que je retrouve où je l'ai noté. Mince, je m'en souviens plus. Où est-ce que je l'ai mis ça? Bon, bah, je vais rechercher dans mes calculs. On a donc FC qui est égal à 2,6 10 puissance 15. Donc c'est dans les UV. Et du coup, entre les deux graphes, bien regardez, là on est à 10 puissance 14, donc en dessous de FC. Et là on est à 6,5 10 puissance 15, 6,5 10 puissance 15, qui est bien plus grand que 2,6 10 puissance 15. Donc ça passe sans atténuation. Voilà donc pour cette analyse des ondes dans le métal. Donc on peut dire que globalement, l'onde va être absorbée ou réfléchie, encore une fois on va voir après, sauf si l'onde est vraiment de très très haute fréquence, c'est-à-dire qu'on est dans les UV durs, et à ce moment-là, eh bien, l'onde pourra se propager dans le métal sans absorption dans ce modèle. Alors en fait, en vrai, on a juste un petit problème, c'est que plus la fréquence de l'onde électromagnétique est élevée, plus en fait, il faudrait commencer à utiliser l'aspect corpusculaire de la lumière. Et donc les photons vont avoir tendance, malgré tout, à faire des chocs avec, pour rester vague, les différents constituants du métal. Et du coup, même si, d'après les équations de Maxwell, on a l'impression qu'il n'y a pas d'atténuation, eh bien en fait, il va malgré tout y en avoir avec les UV. Et même avec les rayons X. Parce que du coup, les rayons X, a une fréquence encore plus haute, donc ça devrait là aussi passer sans aucune atténuation. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a quand même de l'atténuation due au choc des photons avec quelque chose du métal. Et c'est pour ça que si vous avez la malchance d'avoir du métal dans votre corps, une broche, une vis, un truc comme ça, en fait, quand vous faites une radio, c'est bien un peu transparent, mais c'est pas parfaitement transparent. Vous voyez bien la vis ou la broche, etc. Voilà, donc c'est parce que du coup notre analyse classique n'est pas suffisante lorsqu'on est à trop haute fréquence. Voilà pour cette première vidéo. Donc ensuite, on va étudier donc le champ magnétique, voir un petit peu si c'est différent du vide ou du plasma. Et puis ensuite, on va s'intéresser aux aspects énergétiques.